Bonjour à tous. Aujourd'hui, le digital est devenu partie intégrante de notre quotidien, de nos manières de travailler, de communiquer, de nous informer. Quelques chiffres pour commencer. 94% des Français sont équipés d'un téléphone mobile. 89% des Français sont internautes et 80% se connectent quotidiennement. Et côté entreprise, 55% des entreprises ont des salariés utilisant régulièrement Internet. Et dans un même temps, seuls 40% des Français ont confiance dans le numérique. Là, je vous parle chiffres, mais quid de l'humain? Quel impact cette transition numérique a-t-elle sur l'humain, que ce soit dans l'entreprise ou plus largement dans son quotidien? Pour en parler, je vais appeler nos 4 intervenants. Madame Élodie Champagnat, directrice de produits marketing chez Talentsoft, si vous voulez bien rejoindre la salle. Monsieur Mohamedou Diallo, fondateur et directeur général de CIO Mag. Flora Fischer, doctorante en philosophie des technologies à l'Université de technologie de Compiègne et chargée de mission au CIGREF. Et enfin, monsieur Vladimir Taranov, consultant en transformation digitale. Merci à tous de vous joindre à nous pour cette journée. Alors d'un point de vue technique, pour laisser la place à des questions, je suggère que nous arrêtions les discussions vers 15h, puisque l'atelier suivant est à 15h15 si je ne m'abuse. Donc arrêtez à 15h pour qu'il puisse y avoir un jeu de questions-réponses entre la salle et nos intervenants. Donc ce qui nous fait un petit peu plus de 45 minutes, un petit peu moins de 45 minutes. Oui, 15h, 15h05 sans problème. Très bien, parfait. Pour commencer, je propose peut-être que l'on se focalise sur le monde de l'entreprise, puisqu'il y a beaucoup de professionnels dans cette salle. Quand nous avons préparé cette table ronde, j'ai appelé les différents intervenants pour préparer quelques questions. Et vous, Vladimir Taranov, j'ai commencé par vous, vous m'avez dit très rapidement dans la discussion, dans cette transition numérique, tout va peser sur l'humain. De quelle manière peut-on identifier les grands domaines qui sont bousculés par cette transition numérique ? Il faut appuyer sur le petit bouton. OK. Oui, avant tout, on parle de transformation numérique, mais c'est un sujet, selon les entreprises, c'est perçu comme étant j'ai un site Internet, je fais de la pub sur Internet, et donc ça y est, j'ai fait ma transformation digitale. Donc vraiment, selon les personnes et les entreprises, quand on demande la définition de la transformation, on arrive à des résultats qui sont très différents. Pour moi, c'est avant tout, c'est plus large que simplement l'outil digital. On est sur une transformation de fond qui vise à s'adapter à la révolution digitale. Donc révolution digitale qui s'est appuyée sur de la technologie, mais qui aujourd'hui en entreprise fait peser sur l'humain avant tout cette transformation. Pourquoi ? Parce que la transformation, c'est dire on doit adapter l'entreprise qui est structurée à un cadre et la faire évoluer vers un monde qui est un monde complètement nouveau. Et aujourd'hui, on est face à un besoin qui est de créer plus de valeur dans l'entreprise et donc d'être une entreprise beaucoup plus innovante pour faire face à de nouveaux concurrents qu'on voit comme les GAFA ou d'autres startups qui ne connaissent pas du tout certains métiers, mais qui ont compris que la technologie allait pouvoir changer complètement la donne. Les plus gros concurrents des banques aujourd'hui, des banques traditionnelles, ce n'est pas des gens qui venaient du secteur bancaire. Les plus gros concurrents de tous les fabricants automobiles aujourd'hui, ça va être des gens comme Tesla ou des gens qui ne viennent pas du secteur traditionnel. Donc il y a un enjeu de transformation qui est majeur. Et dans les entreprises, on doit faire cette transformation déjà en s'appuyant sur l'humain et avant tout sur l'humain, surtout pas sur la technologie. Rajouter une technologie si on n'a pas compris qu'il faut avoir une vision qui soit plus sur du long terme, travailler sur le management, l'accompagnement du management, parce que c'est l'humain qui fait cette transformation. Et alors justement, comment ça se manifeste sur le management, cette transformation ? Élodie, si vous voulez répondre, par exemple, comme c'est un petit peu votre Talentsoft,
est une application de management et de gestion RH. Comment, sur le management, ça se matérialise, cette transformation numérique ? Oui, alors, vous m'entendez bien, oui. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qui était dit pour donner mon avis un peu sur, on va dire, les technologies dans le monde du travail, parce que je suis assez optimiste sur le sujet. Je pense que les technologies, pour nous, c'est une manière vraiment, une opportunité, on va dire, pour nous, dans nos vies personnelles. Je trouve que les technologies, c'est des choses qui nous font gagner du temps pour plein de choses, pour libérer du temps pour nous, pour faire des choses plus passionnantes, pour limiter la pénibilité de certaines de nos tâches. Je dis ça aujourd'hui avec la transformation digitale, mais parce que c'est vrai aussi dans les transformations qui ont eu lieu dans le passé. Je pense que dans l'Assemblée, on sera tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on préfère utiliser... Pardon. Attendez, parce que c'est difficile de vous regarder et de parler dans le micro en même temps. Donc voilà. Ça ira comme ça ? Et après, je fais passer. Pas de problème. Ok. Dans nos vies perso, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on préfère utiliser un GPS que la carte routière traditionnelle. Je pense qu'on est tous d'accord sur les apports des ordinateurs ou encore de se dire que les emails, c'est un peu plus simple et rapide que le courrier traditionnel. Là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Dans le travail, je suis convaincue aussi que les technologies, c'est une opportunité pour nous pour mieux mettre en avant nos valeurs, justement, humaines, nos compétences. Et quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est un cas d'usage auquel je crois, c'est qu'on peut les utiliser pour mieux détecter nos compétences. On voit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui permet de mieux détecter les compétences, de proposer des technologies de matching pour mettre en adéquation des compétences avec des emplois. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois. Donc je voulais rebondir sur ça pour donner mon avis assez optimiste. Sur la sphère de l'entreprise, alors l'impact des technologies est énorme et va être énorme aussi. On a des emplois qui vont disparaître, c'est sûr, de nouveaux emplois qui vont apparaître, de nouvelles compétences qui vont être requises pour faire face à ce futur du travail. Et je ne m'égare pas par rapport à la question. Ce que ça va générer tout ça, ces nouvelles compétences, ces nouveaux emplois qu'on ne connaît pas encore, c'est beaucoup d'incertitudes dans la sphère professionnelle. Tous les collaborateurs ont cette question de qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce que je vais faire. C'est une incertitude et parfois même une peur. Et du coup, dans ce contexte, le management, et là aussi Vladimir l'a dit, c'est vraiment clé. Et ma conviction, c'est que le management, ce que je vais appeler descendant, où on dit aux collaborateurs ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire, c'est plus d'actualité. En tout cas, ça ne va pas répondre aux besoins qu'on a de transformer en profondeur le monde de l'entreprise. Ma conviction, c'est que le manager, il doit avoir un rôle de coach pour accompagner, comprendre ses collaborateurs et les préparer au futur du travail. Et je crois assez en l'idée de se dire que le manager du futur, c'est un neuromanager, c'est-à-dire un manager qui va être compétent en neurosciences pour pouvoir détecter des freins, comprendre les émotions de ses collaborateurs, pour vraiment leur permettre de leur adresser un management individualisé, personnalisé, et les aider plutôt à embrasser le changement, à s'inscrire dans la transformation, à y contribuer plutôt qu'à y être confronté. Voilà ma vision sur l'impact en termes de management. Nous avons parlé de management. Flora Fischer, plus largement, vous qui travaillez sur l'éthique des techniques, quelles sont les questions éthiques qui surgissent de la transformation numérique quant à son impact sur l'humain ? À quoi faut-il être attentif ? Vigilant. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éthique ces derniers temps et on prend peut-être peu de temps pour réfléchir à ce qu'on met derrière exactement et quelle méthodologie mettre en place pour se saisir des questions éthiques que posent les outils numériques en général. Et ça peut être intéressant de faire un petit retour historique, très bref, sur les premiers débats qui ont animé la computer éthique, c'est-à-dire les débuts de l'éthique informatique dans les années 80. Il y avait un débat qui consistait à dire est-ce que finalement il faut vraiment se pencher sur cette question ? Est-ce que c'est une question ? Est-ce que c'est pas simplement une éthique appliquée ? Est-ce qu'on ne va pas juste appliquer les principes de justice, de respect, d'honnêteté, etc. Au monde informatique ? Ou est-ce qu'il faut inventer une nouvelle éthique ? Ça, c'était un vrai débat. Et du coup, la conclusion, c'est qu'il y a effectivement le numérique réitère d'anciens problèmes éthiques, comme le vol, le harcèlement, les questions autour de la propriété privée, de la vie privée également.
Et d'un autre côté, il y a de nouvelles... Excusez-moi, quand vous parlez du vol, à quoi pensez-vous pour le vol par rapport à par l'informatique? Par rapport à la propriété intellectuelle. Ah, d'accord. Le vol de données également, le piratage, enfin en tout cas le vol d'une propriété. Voilà, on va rester sur la propriété puisque c'est quelque chose qui existe déjà dans la loi en tout cas. Et d'un autre côté, il y a l'éthique, il y a une éthique qui est propre aux spécificités techniques du numérique. Et là, effectivement, on va avoir par exemple des problématiques liées à la traçabilité, à l'intelligence artificielle, et aussi aux effets psychologiques, psychocognitifs du numérique. Quels sont les effets comme quand vous parlez des effets psychocognitifs? Tous les aspects d'addiction, mais qui sont vraiment liés au design des outils numériques, à l'ergonomie des outils numériques, à l'algorithmique qui est derrière et qui oriente également nos déplacements, qui suivent nos comportements sur Internet. Donc tout ce qui est numérisation de nos comportements sur Internet, ce sont des choses nouvelles et derrière lesquelles on cherche à mettre des mots, on invente un nouveau vocabulaire qui est propre à ces problématiques-là. Donc on va parler d'infobésité. On va parler de droit à la déconnexion, on va parler de droit à l'oubli, parce qu'il y a le référencement, quelque chose d'automatique dont on a besoin, le stockage, on en a besoin, mais en parallèle, ça crée des problématiques éthiques. Voilà, l'addiction by design, voilà. Alors justement, vous m'en aviez parlé lors de nos échanges téléphoniques préparatoires. Pouvez-vous préciser cette notion d'addiction by design? Oui, en fait, c'est plus ce qu'on met aujourd'hui derrière le design de l'attention des grandes plateformes numériques qui a été mis en exergue par Tristan Harris, anciennement salarié chez Google, qui dénonçait le fait que les plateformes numériques, les grandes plateformes numériques, conçoivent leurs outils, leur design d'interface, à la fois l'interface et à la fois l'algorithmie aussi, de manière à capter le plus longtemps possible notre attention, parce que après les données personnelles dont on a vanté effectivement dont on a dénoncé plutôt le fait que c'était le produit qui permettait à ces services de fructifier. Aujourd'hui, c'est aussi notre attention, les données personnelles qu'on donne gratuitement et notre attention, donc le temps qu'on passe sur ces plateformes et donc la rentabilité que ça génère puisqu'on reste longtemps, on donne des informations, on visualise des publicités. Donc toutes ces choses-là sont des choses assez récentes, qui sont mises en avant de manière assez récente et qu'il faut souligner, je pense, dans ces problématiques qui sont assez neuves. Vous parliez des algorithmes tout à l'heure. Vous m'avez parlé, là encore, lors de nos échanges, alors, j'ai eu du mal à... Pourtant, j'ai répété, mais j'ai eu du mal à le dire, sur la gouvernementalité algorithmique. Voilà. Pourriez-vous développer de quoi il s'agit? Alors, là, je m'adresse à Flora, mais n'hésitez surtout pas à intervenir si vous voulez compléter ou commenter. Oui, donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse gouvernementalité algorithmique? Oui, ça c'est un concept de sociologue qui est inspiré de Foucault. C'est notamment Antoinette Rouvroy, vous avez peut-être entendu parler, qui a proposé ce concept-là pour signifier tout simplement le fait que tous nos comportements en ligne sont plus ou moins influencés, orientés par donc les algorithmes qui personnalisent nos contenus, qui vont faire par exemple ces fameuses bulles de filtre qui font que si on a aimé un contenu, eh bien, on va nous reproposer ce même contenu, ce qui fait qu'on reste enfermé dans une bulle. Donc il y a tout un procédé technique qui est invisible en fait, mais qui est normatif, c'est-à-dire qu'il régule, il oriente, il influence notre comportement et on n'en a pas forcément conscience, et c'est ça qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'il est invisible. Alors que dans nos sociétés démocratiques, normalement, tout ce qui est normatif, on le débat en société, on délibère, on vote des lois, on en parle, on les débat, alors qu'avec le numérique en général, ces normes sont implicites, elles sont invisibles, elles ne sont pas débattues. Mais ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une dimension anthropomorphique dans le fait qu'on parle d'intelligence artificielle, on débat en revanche de ces règles, on veut savoir ce qu'il y a derrière, on demande de l'explicabilité, on demande de la transparence, et ça c'est assez nouveau parce que il y a 5 ans, si on parlait de gouvernementalité algorithmique ou de normativité du numérique, on ouvrait grand les yeux, on ne comprenait pas très bien. Avec l'intelligence artificielle, on comprend mieux que les règles, que les stratégies algorithmiques peuvent orienter nos comportements et que ça peut poser des problèmes, que ça génère des biais, vous le savez tous, je ne vais pas répéter les poncifs, ça génère des biais, ça peut générer de la discrimination à nouveau. Voilà. Mais alors, ces données personnelles, pourquoi les donnons-nous avec autant... on sait pertinemment qu'elles vont être utilisées.
Pourquoi les donnons-nous avec autant de facilité, j'ai envie de dire? Pourquoi est-on, voilà, quand on nous demande de cliquer sur le RGPD, on clique, on nous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation, on clique, on nous prévient qu'il y aura des cookies, tant pis, on clique quand même. Pourquoi est-ce qu'on accepte autant de les donner, ces données, justement? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, parce qu'il y a une contrepartie. Qui est qui est l'accessibilité gratuite à certains services. On sait très bien qu'en allant sur Google, on va fournir énormément d'informations à travers les recherches que nous faisons, à travers les visites que l'on va faire sur des sites Internet. On va fournir une information. Mais il y a une contrepartie qui est la qualité du service qui va nous être fourni. Et donc, aujourd'hui, on a plus conscience que dans le passé que justement nos informations sont utilisées. Mais quand vous faites des sondages ou vous demandez, majoritairement les gens sont d'accord pour donner leurs données à partir du moment où il y a une contrepartie et dans certains cas savoir comment est-ce que leurs données sont utilisées. Mais dans la réalité, c'est plus la contrepartie et la confiance. Je propose qu'on fasse un petit détour par l'Afrique. Mohamedou Diallo, où en est la transition, où en est la transformation numérique actuellement en Afrique? Et est-ce qu'on se pose les mêmes questions et est-ce qu'on a les mêmes interrogations éthiques à ce sujet? Effectivement, on se pose les mêmes questions en Afrique. Quand on parle notamment des traitements des données, aujourd'hui, les lois concernant la RGPD concernent indirectement l'Afrique. Je fais le parallèle... Pourquoi indirectement? Parce que la plupart des entreprises ont des filiales en Afrique et travaillent avec des clients européens également. Donc, ils sont soumis à ces mêmes obligations pour pouvoir traiter avec les entreprises européennes. Et autrement, quand on parle de traitement des données, je fais le parallèle avec les matières premières. Jusqu'à présent, l'Afrique était exportateur de matières premières qui étaient transformées en Europe et qui nous revenaient encore plus cher. Aujourd'hui, pour les données, donc on se dit, si on arrive à former les personnes, à former les bonnes personnes sur place en Afrique, pour qu'ils puissent transformer et traiter nos données sur place, on pourra les valoriser, donc les données resteront sur place. Et donc, nous n'aurons pas à transiter par l'Europe ou les États-Unis pour nous revenir encore plus cher. Donc, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui pour dire qu'on doit former davantage des personnes qui sont compétentes, qui puissent aujourd'hui traiter et gérer ces données-là à partir de l'Afrique. Un autre point important par rapport à où est-ce qu'en est l'Afrique, c'est votre question concernant la transition numérique. Sur les 54 États africains, aujourd'hui, 48 ont mis en place des plans stratégiques qui sont sur plusieurs années pour justement accompagner cette transformation digitale. C'est dire que les États ont pris conscience de ce que la transformation digitale peut apporter à la population, de ce que la transformation digitale peut apporter au gouvernement dans l'accessibilité ou dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Donc je le résume en 17 points. C'est les 17 points qu'a fixé l'ONU, en disant que ce sont les 17 points qui sont considérés comme vitaux pour que l'Afrique puisse sortir du sous-développement. Donc il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'accès à l'énergie, l'accès, l'égalité femmes-hommes, etc. Donc pour atteindre tous ces objectifs-là, on a pensé que le digital était un bon accélérateur pour arriver très vite vers ces points-là. Si on prend l'exemple en disant, donc sur le plan démographique, aujourd'hui l'Afrique compte 1,2 milliard habitants. Et d'ici 2050, on va passer au double, donc on aura 3 milliards d'habitants. D'ici 10 ans, c'est l'équivalent de la population européenne qui viendra s'ajouter à l'Afrique. Donc ça veut dire que les défis sont énormes. Les défis démographiques, donc on ne va pas pouvoir former comme on formait avant. On ne va pas continuer à travailler comme avant. Donc tout change. Donc comment le numérique peut accompagner cette transition? Donc justement, on a pris conscience de ces aspects-là en disant, par exemple, je prends l'exemple d'une commune comme la ville d'Abobo en Côte d'Ivoire où il y a 50 naissances par jour. Donc, avec 50 naissances par jour, il faut une salle de classe supplémentaire par jour. Il faut un instituteur en plus. Il faut des salles de classe. Donc là, quand on ramène ça donc, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une commune, c'est impossible. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, une salle de classe par jour alors qu'on est confronté à des problèmes. Donc, la solution aujourd'hui se trouve dans le digital. Donc, fournir des tablettes, fournir des solutions liées au numérique pour permettre aux gens d'accéder à la connaissance, d'accéder au savoir pour pouvoir sortir du sous-développement. Et a-t-on des chiffres concernant l'équipement de la population? Donc vous parlez qu'il va falloir effectivement améliorer cet équipement. Actuellement, est-ce qu'on a des enquêtes qui ont été faites sur le sujet? Tout à fait. Il y a des enquêtes sur le plan mobile. Donc vous disiez tout à l'heure par rapport à la France. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 81% de taux de pénétration pour la téléphonie mobile.
pour une population qui n'est pas très riche. Donc je pense que c'est des très bonnes proportions. Ça va des pays comme le Maghreb, l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est, où on a des pays comme le Kenya, le Rwanda qui ont atteint plus de 100% ou même 110% de taux de pénétration, à d'autres pays qui sont aux alentours de 60 à 70%. Mais en moyenne, sur tout le continent africain, on doit être aux alentours de 81% de taux de pénétration mobile. Et bon, pour des populations qui n'ont pas été à l'école, donc je pense que c'est des proportions. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, donc les gens le pensent autrement, mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour l'Afrique. Pourquoi ? Je veux donner la réponse. Aujourd'hui, on est passé du web conversationnel au web transactionnel. Donc les gens aujourd'hui peuvent interroger un ordinateur en portable grâce au chatbot pour des populations qui sont à 750 millions d'analphabètes. Donc arriver à proposer des outils conversationnels avec l'Internet, donc aujourd'hui, ça leur donne la possibilité d'apprendre plus vite, ça leur donne la possibilité de s'informer plus vite et d'avoir je pense Ibrahim en parlait tout à l'heure, par rapport à la santé, de diagnostiquer leur système de santé beaucoup plus vite avec leur langue locale. Auparavant, ils étaient obligés de passer soit par d'autres langues pour le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir le conversationnel, grâce au chatbot, grâce à l'intelligence artificielle, je pense que c'est une révolution pour l'Afrique. Et d'ici quelques années, on verra de grands entrepreneurs digitales qui apparaîtront. Tout à l'heure, il y a la thématique de l'emploi qui a été abordée. Flora, comme Elodie, comme l'animé, vous en aviez évoqué, vous en aviez parlé. La transformation numérique va détruire des emplois, va en créer. Alors les études les études se contredisent à ce sujet. Qui veut intervenir qui voudrait revenir à ce propos? Qu'en est-il de la création la fameuse création destruction créatrice, pardon. Est-ce qu'on a des chiffres plus précis et sait-on quels sont les métiers de demain? Alors la destruction créative ou la création destructive. C'est un concept d'un économiste qui s'appelle Schumpeter et pour qui l'innovation va créer de la richesse et des emplois, mais va aussi en détruire. Donc, ce qui s'est toujours passé à travers l'histoire, avec plus d'emplois qui étaient créés. À l'époque où il fallait des porteurs d'eau pour alimenter les maisons en eau, quand ils ont été remplacés par des tuyaux, il y a eu de la destruction parce qu'ils ont perdu leur job, mais pour autant, il y a eu d'autres métiers qui étaient totalement inconnus au moment où cette nouvelle technologie est arrivée. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est analogue. Des métiers tels que data scientist, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, quand vous regardez des chiffres de data scientists qui sortent à 22 ans ou à 23 ans d'université américaine, ils sont recrutés à des salaires de plus de 150 000, 160 000 dollars par an. Donc on est là sur une dimension différente. Maintenant, là où ce que nous vivons aujourd'hui est différent de ce que nous avons vécu dans le passé, c'est l'ampleur et la vitesse de cette destruction. C'est qu'une nouvelle technologie mettait parfois 1 ou 2 générations pour qu'on voit l'effet total sur une population. Aujourd'hui, en quelques années, une technologie va impacter le monde entier. Donc, un petit truc qu'on a peut-être oublié, mais ce que nous avons tous dans la poche qui s'appelle un smartphone, le premier, il a été créé il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi à l'Afrique, à beaucoup de pays, d'avoir fait un saut technologique énorme sans avoir à passer par l'ordinateur individuel, sans avoir à passer par le gros ordinateur qu'on a à la maison. Et je passe de rien à immédiatement au smartphone et je vais faire tous mes paiements avec. En Chine, il y a un niveau d'avancée sur l'utilisation du smartphone qui est démentiel par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Alors, si on revient à cette destruction, le problème, c'est que les catégories de jobs qui sont les plus ciblées par la transformation à court terme, c'est les jobs pour lesquels on a enfermé des gens en leur disant qu'une tâche répétitive, c'était une compétence, c'était un métier. Et donc, l'automatisation, le remplacement par une intelligence artificielle, fait qu'aujourd'hui, on commence à dire à des gens, eh bien,
c'est fini. Vous avez perdu votre job, il est remplacé par une machine. Parce qu'on les a enfermés. Il y a des années, avant que la SNCF ne mette en place tous les services qui permettent de commander des billets depuis chez soi, partout, on allait au guichet, on demandait, il y avait quelqu'un dont on disait son job, c'est de faire 3 clics sur l'ordinateur pour pouvoir imprimer un billet. Le jour où ça a été numérisé, qu'on pouvait le faire depuis chez soi, on dit à cette personne, c'est fini, ton métier est remplacé. Donc il y a un enjeu important pour dissocier ce qui est la tâche du métier et des compétences. Et aujourd'hui, on est face humainement à cette situation. Et ça ne touche pas que les métiers qu'on peut qualifier de faibles compétences. Oui, j'allais vous dire, pendant très longtemps, on a cru que ça épargnerait, que ça concernait essentiellement les métiers de l'industrie. Ça touche tous les métiers qui sont concentrés sur des tâches répétitives. Quand on regarde, y compris dans des banques, Goldman Sachs, par exemple, a réduit considérablement le nombre de ses traders parce qu'ils ont été remplacés par des intelligences artificielles ou par des traders dont on demande comme niveau de compétence de savoir coder et donc d'être des spécialistes du code. Donc on monte en compétences sur certaines tâches. Et puis il y en a d'autres qui disparaissent. Mais dans le domaine de la médecine, aujourd'hui, il y a un vrai souci par rapport à la radiologie. Oui, j'avais Parce que sur la radiologie, on s'aperçoit que des intelligences artificielles qui ont été alimentées en apprentissage avec des millions et des millions et des millions de radios arrivent à faire un diagnostic qui est meilleur, plus précis que le radiologue. Alors ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais ça veut dire que tout ce qu'il avait appris pour pouvoir faire le diagnostic, donc lire une radio, doit évoluer, et donc son métier va aussi évoluer. Alors, c'est ce que vous disiez, Élodie, quand nous préparions cette table ronde. Vous dites que ça va inciter à développer de nouvelles compétences. Vous en avez un petit peu parlé au début de cette table ronde, mais donc les fameux soft skills, est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce sujet ? Oui, je pense que c'est pas que ça va inciter à développer les soft skills. Je pense on a la responsabilité de développer ces soft skills pour faire face à cette transformation des emplois. Déjà, vous avez compris, je suis d'une nature assez optimiste. Donc déjà, je crois beaucoup en nous, les humains, à nous adapter aux situations. On a parlé des porteurs d'eau, il y a plein d'autres métiers qui ont considérablement évolué. Moi, ma mère, elle a appris à faire la comptabilité sur les cahiers à la main. À 40 ans, elle connaît les logiciels de compta et pourtant, elle s'est réinventée, elle a réussi à s'adapter, à apprendre et ensuite, du coup, elle a pu se concentrer sur des problématiques beaucoup plus intéressantes que de pointer sur les cahiers. Donc déjà, nous, on a une nature, je pense, humaine pour s'adapter à ces changements. Et ensuite, les entreprises, pour tous les métiers sur les tâches répétitives, mais aussi plein d'autres métiers qui vont être impactés par les nouvelles technologies, je pense que les entreprises ont cette responsabilité de préparer les personnes. Et justement, de ne pas arriver au moment où on se dit désolé, ton job, il a évolué, il n'existe plus tel quel, au revoir. Et pour préparer les personnes à ce futur, les soft skills, donc vous savez, peut-être c'est clair pour tout le monde, mais c'est vraiment les compétences comportementales et cognitives qui sont clés. Alors je vous ai parlé de l'adaptabilité, qui je pense est un naturel chez nous, mais pour ceux qui le sont moins, c'est une des compétences, je pense, qui est très importante de développer, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi développer son esprit critique et développer aussi son intelligence émotionnelle et aussi relationnelle. Voilà, je pense que c'est en développant ça qu'on va pouvoir vraiment embrasser le changement et pas le subir en fait. Mais alors comment on fait justement pour développer ces capacités relationnelles quand justement ce relationnel passe de plus en plus par le numérique? C'est-à-dire il peut arriver des journées où on ne va pas croiser son N+1, les fournisseurs, effectivement quand ils sont à l'étranger le problème se posait déjà, mais le fournisseur, toute communication avec lui peut se faire via un mail, même avec ses collègues. Parfois, on ne croise même pas son collègue du 3e étage parce qu'on est au 2e et on ne monte pas l'escalier, on lui envoie un mail. Voilà, ce relationnel, comment on le travaille s'il se réduit ? Là encore, alors je pense que ce phénomène, il n'est pas vraiment nouveau, c'est-à-dire que depuis qu'il y a Internet, on a l'habitude d'échanger avec des fournisseurs à l'autre bout du monde, de travailler avec des collègues dans n'importe quel pays. Ce qui est un peu nouveau, c'est l'évolution de l'espace de travail. Et avec, on va dire, l'espace de travail qui va bien au-delà des murs du bureau de l'entreprise, avec l'émergence du travail à distance, du télétravail.
Donc là-dessus, cette émergence du télétravail, c'est vraiment quelque part une volonté pour nous. Alors, c'est pas tellement pour développer des qualités relationnelles, mais c'est plutôt pour prendre le contrôle sur nos vies, dans le sens où le télétravail, c'est pas quelque chose que les entreprises nous imposent. Au contraire, c'est une volonté pour chacun de nous de faire plus de télétravail, notamment pour mieux équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et là encore, comment on fait ? Eh bien, les technologies sont là pour nous aider. On a cette chance d'avoir les visioconférences, d'avoir les chats, on parlait du conversationnel, donc il y en a de toutes sortes, d'avoir des outils collaboratifs, je suis sûre que vous en utilisez tous les jours. Et grâce à ça, c'est un atout pour nous, pour pouvoir vraiment travailler comme on veut, gérer nos vies, reprendre le contrôle de tout ça et vraiment aligner notre quotidien dans le travail avec nos aspirations plus personnelles. Mais comment on fait justement pour ne pas se laisser dévorer on ramène son travail chez soi. Comment on fait pour pas se laisser dévorer par ce travail, par être tenté de répondre à un email Flora parlait tout à l'heure d'infobésité. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça vu ces informations qui arrivent tout le temps, où qu'on soit, et on peut y répondre. Comment fait-on pour contrôler ça ? Si tant est qu'on puisse le contrôler, mais du moins pour le gérer. Donc, je vous parlais de mon optimisme. Sur cette question, je suis un peu plus modérée, un peu plus mitigée. Parce que je pense que d'un côté, on est assez protégé. On a parlé tout à l'heure avec Flora du droit à la déconnexion. On voit de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des politiques assez guidantes autour de ces sujets, avec par exemple l'interdiction de faire des réunions après 18h ou alors l'interdiction d'envoyer les mails le soir et le week-end. Donc on a une protection qui commence à se mettre en place. Par contre, c'est vrai qu'on est quand même tenté de regarder ces mails du boulot parce que c'est à portée de main, c'est sur les smartphones. Mais on est libre de ne pas le faire. Ça, c'est le côté optimiste. Après, je mitige parce que c'est pas marqué sur la présentation, mais en plus de mon travail chez Talentsoft, je suis aussi sophrologue et je peux pas mettre de côté les problématiques générées par le stress au travail, les problèmes de burn-out par exemple. Je vois beaucoup de personnes en détresse qui sont très affectées par ces problèmes-là. Donc le débordement, je peux pas le nier, c'est vraiment une réalité. Et les personnes que je rencontre, en tout cas ma manière de les aider, c'est vraiment de leur réapprendre à utiliser leur libre arbitre, en fait. Savoir dire non, savoir définir quelles sont ses possibilités, ses limites, et refuser d'en sortir si on n'est pas capable. On a des moments où on peut le faire, des moments où c'est pas le moment. De bien connaître ses priorités. Et pour moi, c'est ça qui va leur permettre de ne pas se laisser déborder. Voilà, j'ai en tout cas les deux aspects. Est-ce qu'on est assez formé, là je m'adresse un petit peu je m'adresse à vous quatre, est-ce que vous avez l'impression qu'on est assez formé justement face à la... Là, donc, y a-t-il encore des personnes qui sont rétives à l'informatique et qui ont des vraies difficultés ? Et qu'est-ce que les digital natives ont à apprendre aux générations, à leurs collaborateurs plus âgés, ou même sans être dans le monde du travail, comment est-ce que les digital natives peuvent transmettre ce qu'ils savent aux générations précédentes ? Je pense qu'ils peuvent leur apporter un changement de mindset. Ils ont une façon d'aborder le travail qui est un peu différente parce qu'ils sont natifs avec les outils du numérique que les anciens n'ont pas. Dans les entreprises, on peut également rencontrer des difficultés liées notamment aux résistances au changement. Il y a des gens qui veulent rester dans l'ancien schéma et qui ne veulent pas évoluer forcément vers de nouveaux cadres de travail. Donc ça pose un vrai problème. Donc je pense que ça passe par la sensibilisation et la formation pour justement aider ces gens-là à y aller. Donc pour revenir un tout petit peu à l'Afrique, donc je dirais qu'on est un peu loin de ces problématiques aujourd'hui, du fait que dans le secteur du numérique, on forme à peine 100 000 ingénieurs en informatique sur tout le continent africain, pour une population de 1 milliard d'habitants, 1 milliard 200 millions d'habitants. Comparé à l'Inde, qui a à peu près la même population, qui en forme 5 fois plus. Donc je pense que l'Inde est aujourd'hui citée en référence. Et dans les préconisations, il est proposé à l'Afrique de former 5 fois plus d'ingénieurs pour pouvoir sortir ou bien faire face à ces besoins futurs qui vont arriver dans le domaine du digital.
de ce point de vue-là, donc il y a pas mal de choses à faire donc pour former donc les futurs cadres. Donc tout à l'heure on en parlait dans les métiers nouveaux qui concernent dans le digital donc les futurs cadres donc qui vont justement participer à cette transformation digitale dans les grandes entreprises, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit dans le domaine du traitement des données. Donc c'est des métiers qui n'existaient pas. Et on voit des pays comme la Côte d'Ivoire, on voit la première génération de leaders qui sortent d'école, donc de formation avec ces ingénieurs-là qui sont spécialisés dans les métiers d'avenir. Et voilà, donc ce sont des métiers qui vont arriver tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, on disait que les plus grands concurrents dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'automobile, ce ne sont pas les banquiers, ce ne sont pas les constructeurs automobiles, c'est les nouveaux métiers qui arrivent. Aujourd'hui, nous, ça vient en complément de ce qui existe. Quand on voit aujourd'hui le taux de bancarisation en Afrique, on en parlera, j'espère, où on avait à peine un taux qui était aux alentours de 20% de bancarisation en Afrique, qui est très faible. Donc, à peine 20% avaient un compte bancaire. Et maintenant, avec l'avènement du mobile, avec des smartphones, on est passé de 20 à aujourd'hui à 40% de taux de bancarisation. Donc, les gens peuvent, grâce au smartphone, avoir un compte bancaire, pouvoir payer en ligne et faire plein de transactions qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Donc, je pense que ce sont des métiers qui viennent en appui avec les métiers bancaires qui n'arrivaient pas à couvrir toute la population, parce qu'il y avait des problèmes d'infrastructure. Aujourd'hui, donc, les concurrents de ces banques-là sont les opérateurs, mais je ne dirais pas des concurrents au sens concurrence du terme, mais complémentaires. Donc, je pense qu'ils ont des métiers complémentaires et que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, tous ces métiers-là qui vont arriver, avec notamment les fintech ou bien les startups qui vont se spécialiser dans ce domaine, viendront en appui aux professionnels qui existent déjà et qui exercent leur métier et qui n'arrivent pas à couvrir, faute de moyens, à toute la population. Le mot a été prononcé à plusieurs reprises au cours de cette table ronde, c'est le mot d'intelligence artificielle, enfin les deux mots même. C'est l'un des pans gigantesques de cette transformation numérique qui va avoir de nombreux impacts sur différents domaines de la société, puisque ça concerne, donc on peut en parler, la santé, des choses basiques, par exemple les assistants vocaux, les moteurs de recherche Internet, mais également tout ce qui est justice, tout ce qui est secteur bancaire, tout ce qui est secteur médical. Flora, c'est à vous que je m'adresse, vous qui êtes philosophe. Pourquoi l'intelligence artificielle fascine-t-elle et inquiète-t-elle autant ? Vous avez 3 heures. Bien sûr, elle fascine depuis les années, depuis son apparition dans les années 50, où pour financer des projets de recherche en informatique, on a prononcé le mot intelligence. John McCarthy notamment, qui a prononcé pour la première fois le mot intelligence artificielle, pour essayer de mieux comprendre. Le but originel, c'est de mieux comprendre comment fonctionnait, quels étaient les mécanismes de l'intelligence humaine grâce aux outils informatiques. Donc l'ambition initiale était très humaine, on voulait mieux comprendre. Et aujourd'hui, on fonctionne par mimétisme, donc on présuppose de manière assez peut-être trop directe que effectivement l'intelligence artificielle reproduit de manière identique les fonctionnements de l'intelligence humaine, ce qui n'est bien entendu pas le cas. On parle d'intelligence artificielle forte et d'intelligence artificielle faible. On est très loin de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence qui serait capable de se donner elle-même ses propres lois, qui soit complètement autonome. Ce n'est pas possible, actuellement en tout cas. Et l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qui reproduit des tâches plutôt qui correspondent à des expertises humaines, qui peuvent être avec des systèmes de règles qui sont assez fonctionnels. C'est là-dedans qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'il y a effectivement il y a des fantasmes autour de ça, mais il y a aussi des inquiétudes qui sont assez justes. Et il y a peut-être une démystification à faire, notamment. Alors tout à l'heure, on parlait le fait que les tâches automatiques allaient disparaître, mais en contrepartie, il y a aussi ce qu'on appelle le digital labor pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de cette petite main-d'œuvre qui va faire justement des tâches automatiques, de reconnaître des visages sur des images, etc. C'est le travail au clic qui est sous-rémunéré, qui est très précaire et qui est une nouvelle forme d'emploi, le micro-travail. Qui pose une vraie question de société, qui recrée des emplois automatisés, très, très automatiques et très, très aliénants finalement. Et donc il faut se poser ces questions-là aussi. Alors justement, le philosophe Éric Sadin, qui est très inquiet face à la montée de l'intelligence artificielle, va jusqu'à dire que pour lui, l'IA, c'est un cheval de Troie technico-libéral.
Alors, est-ce que quelqu'un veut-il répondre à cette crainte? On en a aussi parlé lors des échanges, mais lui, notamment, il a peur que ça asservisse l'homme au lieu de le servir. Donc là, comment est-ce que l'humain garde la main face à ça? Alors, vous racontiez qu'il faut garder son libre arbitre, mais comment faire? Parce qu'effectivement, une IA qui m'indique ce que je dois regarder sur Netflix, si je dois aller à droite ou à gauche avec mon GPS, les enjeux sont assez minimes. Mais une IA qui indique un diagnostic à un médecin ou qui décide d'accorder ou pas un crédit à un jeune couple pour sa première maison, voilà. Comment l'humain peut-il garder la main? Excusez-moi, j'ai juste un commentaire parce que j'ai pas une longue réponse à faire sur ça, mais la question de se dire est-ce que l'intelligence artificielle va nous asservir, c'est un peu provocateur, mais je voudrais rappeler que c'est les hommes qui créent les intelligences artificielles. Donc, si un jour on les crée pour qu'elles nous asservissent, c'est que on a été drôlement mauvais ou méchant, je ne sais pas. Du coup, je pense que le comment on évite ça, déjà nous en étant suffisamment raisonnables, et puis aussi avec l'éthique et la gouvernance autour de l'intelligence artificielle. Alors justement, Flora, je vous avais, je crois, contribué à une espèce de guide, je sais que vous n'avez pas le terme, mais de guide des bonnes pratiques à destination des entreprises, mais qui, donc, plus largement, peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Si vous aviez comme ça 2-3 préconisations à nous partager, tirées de ce guide. Non, j'aurais pas 2-3 préconisations, je suis désolée. C'est parce que, mais bon, je vais vous partager l'initiative qui est intéressante qu'on a fait. Donc avec le SIGREF et le Syntec numérique, on fait un référentiel éthique et numérique. Donc là, on voit large, on n'est pas resté sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup d'outils et de référentiels qui existent déjà, mais c'est vraiment pour les entreprises, les organisations et les fournisseurs d'avoir une sorte de méthodologie qui leur permet d'aborder la question. Et donc on a décomposé en 3 catégories cette éthique du numérique pour pouvoir la saisir. On parle d'éthique by design, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était tout ce qui est dans la conception des outils, leur impact environnemental également, les biais cognitifs que les outils peuvent embarquer, etc. L'éthique des usages, donc là on se concentre sur le management, donc c'est ce que vous avez abordé aussi tout à l'heure, c'est l'accompagnement dans l'emploi de ces outils et des possibles effets négatifs qu'ils peuvent avoir, parce que voilà, on est sur le côté plutôt négatif. Oui, on sait pertinemment qu'il y a des mauvais usages qui peuvent être faits. Voilà, des réglementations ou des règles de bonne pratique de l'entreprise. Et enfin, l'éthique sociétale, c'est-à-dire là, avoir une vision vraiment très macroscopique de l'impact que va avoir les innovations technologiques que l'on fabrique aujourd'hui. Et effectivement, il y a une dimension qui est importante à avoir, c'est la non-neutralité des technologies. Donc, malgré le fait qu'effectivement, on maîtrise, c'est nous qui concevons ces technologies, elles nous façonnent en retour. Et ça, on en a peu conscience, mais on est des êtres sociotechniques, on interagit avec la technique et on n'a pas forcément conscience de tous les effets, tous les impacts à long terme que les technologies vont avoir sur nous. En fait, quand on conçoit une technologie, elle ouvre à divers usages tellement différents et antagonistes parfois. Bien, la reconnaissance faciale, par exemple, on sait très bien que ça ouvre à des possibilités d'usage à la fois sécuritaires, démocratiques, et à la fois totalitaires et liberticides. Donc on en a conscience. Après, effectivement, c'est pour ça que je pense beaucoup que les instances de gouvernance et la régulation ont un rôle à jouer dans la façon de décrypter ces technologies et d'anticiper les impacts qu'elles pourront avoir. Donc l'humain doit garder la main sur... Avez-vous donc il est 15h06. Y a-t-il des questions? On peut lancer un temps d'échange entre la salle et les intervenants. N'hésitez pas. La première question étant toujours la plus compliquée à poser. Alors, qui souhaite? Ibrahima, avec plaisir. Merci. En fait, je m'attendais à entendre parler de peur. Personne n'a peur. Apparemment, vous êtes optimiste, ce qui est une bonne chose en soi. Et moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Le numérique a entraîné un rapport à la vérité qui a changé de nature. Aujourd'hui, c'est plus important d'avoir raison.
ou de dire la vérité. Et vous voyez ce qui se passe un peu partout. Donc on peut inventer la peur, on peut susciter la peur, entraîner des réactions qui ne sont pas du tout positives pour les sociétés. Vous n'avez pas parlé de tout ça et je pense que nous vivons actuellement au cœur d'un monde fabriqué autour de la peur et ces peurs sont fabriquées autour de mensonges. Je ne suis pas un conspirationniste, mais je suis un réaliste. Je pense que c'est le plus grand danger qui nous guette. Et lorsque vous dites que l'homme garde la main sur la machine, le problème c'est que la machine, elle est entre des mains que l'homme ne contrôle pas. Alors je ne sais pas ce que cela suscite en vous, mais pour moi c'est des inquiétudes. Et ça me permet de balancer un peu l'optimisme de l'après-midi. Une remarque sur ce sujet. Comme toute technologie, il peut y avoir un aspect positif et un aspect négatif. Vous parlez de la transparence. On pense tous aux réseaux sociaux avec le fait de partager des informations qui peuvent être fausses et qui ont des effets qui sont extrêmement négatifs. C'est clair. Maintenant, il faut voir aussi ce qui peut être l'opposé. Que ce soit dans le monde professionnel ou ce qui vous est arrivé d'aller dans un hôtel où il y avait une super publicité, on vous disait qu'il était extraordinaire, vous y êtes allé et après c'était très déceptif. Vous rentrez chez vous, vous en parlez à qui ? Vous en parlez à votre famille et à 2-3 personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va en parler sur les réseaux sociaux, il va y avoir une amplification, mais l'amplification va amener aussi à une chose, c'est à obliger les entreprises à faire leur travail correctement et à arrêter d'avoir une communication qui soit déconnectée de la réalité. Et là, on est sur un aspect positif. Pensez à l'application Yuka. Yuka, vous sortez votre smartphone, vous allez dans un supermarché et vous flashez le code qui est sur un paquet de gâteaux et la publicité vous dit qu'il est bio, qu'il est formidable, il y a moins 25% de sucre. Et l'application, elle va vous dire non, il est rouge, il y a un niveau de gras, de sucre qui n'est pas bon. Donc la technologie apporte aussi beaucoup plus de transparence qui oblige à changer les pratiques et à aligner le discours et la réalité des choses. Il y a un document qui est passé, il me semble un peu inaperçu cet été, c'était fin août. Il y a 180 dirigeants américains des plus grosses entreprises dans une multitude de secteurs d'activité, donc vraiment des key players. Et ils ont rédigé une lettre en disant « Jusqu'à présent, notre format du capitalisme privilégiait les actionnaires. Et on ne cherchait avant tout qu'à satisfaire les actionnaires. C'est quelque chose qui ne peut plus durer. » Et là, ils ne font pas de la philanthropie. C'est qu'ils ont simplement compris que s'ils n'alignent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font avec leurs salariés, ce qu'ils font avec leurs clients, ce qu'ils font avec les fournisseurs, aujourd'hui, ça se sait. Et l'impact négatif qu'il peut y avoir est totalement destructeur. Regardez l'exemple de Volkswagen. Ils ont camouflé, il y a un moment où ça se sait. Donc la transparence amène en même temps le monde à évoluer. Et ces dirigeants ont dit, il faut que notre capitalisme se préoccupe des actionnaires, mais aussi des salariés, des fournisseurs, de l'environnement. Et ça, c'est notre rôle. Et donc intégrer cette dimension qui auparavant était perçue par Wall Street comme étant un coût pour l'entreprise, on en fait un actif pour le monde de demain. Il est vrai qu'on ne peut pas faire table rase sur la peur que suscite aujourd'hui l'Internet avec les fake news, la cybersécurité qui est un fléau aujourd'hui qui se pose dans nos différents pays, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs, qui sont des problèmes vraiment majeurs auxquels on doit faire face. Donc ce sont des problèmes réels qui sont là. Mais de l'autre côté, si je prends sur notre continent la transparence que ça peut apporter en termes de gestion, en termes de lutte contre la corruption, parce qu'aujourd'hui la corruption est un fléau qui gangrène l'économie africaine. Aujourd'hui, avec les outils du numérique, on peut arriver vers la transparence rien qu'en mettant en place des outils. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont réticents à mettre ces outils du numérique pour ne pas aller vers la transparence. Donc ça peut se voir également de l'autre côté que ça participe également à aller vers la transparence dans la gestion des entreprises et des administrations. J'ai juste une toute petite remarque parce que je suis d'accord avec vous sur les dérives qui sont réelles. Par contre, et j'espère que ce n'est pas trop provocateur, mais je pense que la dérive ne vient pas de la machine.
La machine, c'est un moyen de la rendre pire, de la répandre plus vite. Mais c'est nous qui dérivons. Alors, juste pour terminer, parce que du coup, c'est vrai, mais du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un cas très particulier et qui rend possible cette réalité-là et qu'on ne peut réparer, en fait, que a posteriori, enfin, qu'on peut rééquilibrer que a posteriori. Ça s'appelle le dilemme de Colin Bridge. C'est-à-dire qu'une fois que, une fois que les technologies sont massivement développées, on essaie d'anticiper en amont, mais une fois qu'elles sont massivement développées, il est difficile de revenir en arrière pour corriger les éventuelles problématiques. Et là, pour le coup, sur l'avantage qu'on a avec le logiciel, c'est qu'on peut le reprogrammer, on peut rééquilibrer certaines choses. Et pour les fake news, par exemple, quand il y a eu cette fameuse affaire de Cambridge Analytica, beaucoup de journaux ont proposé des outils d'identification, de fiabilité des sites d'information pour justement faire attention au fait que sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène-là. Et donc, attention, voilà. Après, effectivement, c'est des questions de comportement, mais qui sont hyper favorisés par la façon dont sont structurés ces réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a une responsabilité des concepteurs aussi derrière tout ça. Pardon. Oui, bonjour, c'est Nicolas Lecher de la CST. Moi, je voulais juste faire une observation sur le fait qu'à plusieurs moments, vous avez parlé de l'humanité. Et moi, à ce stade-là, je ne vois pas bien l'intérêt de parler de l'humanité. C'est-à-dire que c'est très, très macro comme approche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent des technologies et d'autres qui en profitent sans doute moins. C'est-à-dire qu'à un temps T, celui qui perd son job, il est clairement du mauvais côté. Alors qu'effectivement, le data scientist qui va sortir un gros salaire, lui, c'est un des gagnants. Donc je ne suis pas sûr que ça... Je m'interroge sur la pertinence de considérer le bienfait pour l'humanité. Il y aura toujours des gagnants et des perdants, quels que soient les systèmes mis en place. Et simplement, la technologie contribue ou accélère un certain système qui est mis en place. On peut toujours voir les aspects négatifs, les aspects positifs. Aujourd'hui, on est au démarrage de cette nouvelle révolution. Donc, il y a des à-coups. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Les gens qui les ont développées ne mesurent pas tous les effets négatifs qu'ils peuvent avoir. Les réseaux sociaux, au démarrage, c'était un objectif de faire de l'argent, mais aussi de connecter les gens. Il y a eu un usage qui était une dérive. Donc, aujourd'hui, on essaie d'effectuer ce contrôle. Il y a de nouveaux métiers qui se créent. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus de métiers qui se créent avec des niveaux de compétences élevés qui sont demandés. Mais est-ce qu'on va arrêter la technologie ? C'est ce qu'avait dit Montebourg lorsqu'il était intervenu en tant que ministre il y a quelques années au Salon du Web, en disant qu'il faut ralentir la technologie. Ça avait fait rire tout le monde. La seule chose, c'est que plutôt, il faut l'accompagner. Il faut aller éviter les dérives. Il faut savoir comment on va maintenir la socialisation de tous ces gens qui vont perdre leur travail parce qu'on les a enfermés pendant 30 ans sur une tâche. Donc, la formation est importante. Et c'est la formation, l'accompagnement, l'éducation, c'est toute la chaîne qui doit fonctionner. Mais c'est dur, c'est très dur. La transformation est dure. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons mettre fin à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous. Ah, une dernière question, pardon. Je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Par rapport au fait que c'est l'humain qui crée l'intelligence artificielle, je voudrais juste rebondir dessus en disant que non, en fait, c'est l'économie qui crée l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des technologies, des algorithmes qui sont capables de lire dans nos pensées et de les retranscrire. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Effectivement, il y a une déviation qui va être faite par l'humain. Mais aujourd'hui, en tant que concepteur, on est incapable d'appréhender l'impact qu'on va avoir sur l'humain. Donc, comment on fait pour justement anticiper ces dérives-là ? Est-ce qu'il faut s'adapter au changement ? Est-ce qu'il faut former l'être humain qui ne pourra de toute façon pas suivre le développement exponentiel de cette croissance ? Ou est-ce qu'il faut plutôt concevoir l'intelligence artificielle, les algorithmes, comme au service de l'être humain ? Et je reprends en fait vos mots tout à l'heure.
de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la créativité. Je pense que ça, c'est vraiment à valoriser parce que sinon, effectivement, l'humain va courir après l'adaptation. Et étant donné qu'on est dans une accélération sociétale qui provoque des burn-out déjà maintenant, alors que vous le disiez justement, on n'est qu'à 12 ans d'âge du smartphone, s'adapter est presque pour moi une utopie. Voire pas presque, mais une utopie. Voilà. Merci. C'est vrai qu'il faut penser le système dans sa globalité, et ça a été aussi une réflexion intéressante du philosophe Gilbert Simondon, qui disait, donc à l'époque, dans les années 60-70, l'homme était aliéné, avec la révolution industrielle, l'homme est aliéné parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a l'homme a fait un travail d'esclave parce qu'on a conçu des machines de façon à rendre l'homme esclave, en fait. Et les machines étaient conçues comme des esclaves elles-mêmes. Et donc, si on continue dans cette logique de construire des technologies qui ne répondent qu'à la valeur de la rentabilité, de la productivité, de la performance, etc., eh bien, on va continuer, en fait, c'est cette logique-là. On va continuer derrière à tirer l'homme dans des aspects qui ne lui conviennent pas. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que le système technologique est très... c'est beaucoup aligné sur la logique libérale et capitaliste, et très consumériste, et fait de nous des despotes quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chauffeur privé, on peut avoir une pizza livrée même par un temps de tempête, et derrière on contribue à un système en fait qu'on ne voit pas parce que tout est magnifique. Donc il y a aussi la question du libre arbitre qui a été posée tout à l'heure. C'est aussi ça, c'est que chacun doit agir dans ce système-là pour contrebalancer un peu cette logique un peu uniforme. Et je pense que les concepteurs effectivement ont aussi un rôle à jouer. Et on voit qu'il y a un peu de militantisme de plus en plus chez les GAFA, enfin chez les salariés des GAFA. Donc c'est intéressant à suivre. Voilà. On est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on pense à nos données, on pense à notre protection individuelle. Quand on est salarié, d'un côté, ça nous aide, mais en même temps, on s'aperçoit qu'on est obligé de travailler le week-end ou on a peur de perdre notre job. Mais quand on est consommateur, on adore. On adore. C'est formidable, ces technologies. On est dans son salon, on accède à tous les produits, on accède à la connaissance du monde, on accède à ses amis. Donc, on se shoot à ça. Et puis avec les réseaux sociaux, on a une deuxième vie, c'est notre avatar. Qui est-ce qui publie ses malheurs ? On publie des photos, on est en vacances, on se met en avant. C'est compliqué. L'humain est aussi schizophrène. Donc le libre arbitre, plus à nous de prendre en main les choses et de ne pas se comporter non plus comme des enfants parce qu'on a ouvert la boîte de chocolat. Merci à tous. On voit que le blanc et le noir font partie intégrante de notre vie. Je suis comme Élodie, je suis très positif et très optimiste, donc je pense que le blanc gagnera toujours. Merci à tous. Merci Alice pour cette brillante table ronde. Je rappelle que La Croix vient de sortir, c'est ça, son premier exemplaire de La Croix Hebdo. Donc Alice nous l'a apporté, il est à votre disposition sur les tables à l'entrée. Merci de les applaudir.